Le monde d'aujourd'hui est loin d'être paisible. Le unilatéralisme et l'hégémonisme représentent des dangers très sérieux. Here is what he said, because that would be in my opinion, a good point to start with. Here is what he said. The world today is far from peaceful, with unilateralism and hegemonism posing profound dangers. Oui, je pense que The world faces the risk of regressing to the law of the jungle. My proposal to build a community with a shared future for mankind and the 4 global initiatives have received widespread support from the international community, including Russia. Yeah, I think looking at what's going on. Quand on regarde ce qui se passe, la base pour la Chine, pour la Russie, pour tous ces acteurs de la région, en Eurasie, c'est que la paix est essentielle. La paix, c'est la clé, à mon avis. Et c'est pour ça qu'il parlait de cette manière. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé entre Xi et Poutine? What is your understanding of what has happened between Xi and Putin? Nima, I sent you my column. Eh bien, Nima, je t'ai envoyé ma chronique, que j'espère voir publiée ce soir en Russie. C'est, je dirais, l'une de mes chroniques les plus importantes de ces dernières années, parce que j'y consacre l'essentiel à l'analyse de la déclaration conjointe du président Xi et du président Poutine, de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie. Et c'est absolument immense, parce que là, c'est du concret. Tout le blabla qu'on a entendu jusqu'ici sur la création d'un monde multipolaire, les sommets des BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, les discussions à l'ONU, les rencontres entre dirigeants, les think tanks, tout ça, eh bien, il faut 2 dirigeants, les dirigeants de 2 superpuissances. L'autre, c'est les États-Unis. Et là, c'est une toute autre histoire. The other one is the United States. It's a completely different story. The leaders of the 2 superpowers who are coordinating Les dirigeants des 2 superpuissances qui coordonnent l'intégration de l'Eurasie. Les dirigeants des BRICS. Les dirigeants de l'Organisation de coopération de Shanghai. En fait, les dirigeants du Sud global. Ensemble, le même jour, alors qu'ils ont un programme extrêmement chargé, qu'ils discutent de sujets très sérieux, qu'ils signent au moins une 20aine d'accords couvrant absolument tous les domaines possibles. Et ensuite, ils prennent le temps d'une cérémonie du thé, une conversation d'environ 2 heures en comité très restreint. Il y avait 3 personnes du côté russe, 3 du côté chinois, les interprètes, et bien sûr, Poutine et Xi. Et tout cela s'est déroulé à huis clos. and this was closed doors. This was at the end of the day. C'était en fin de journée, et Poutine est reparti dans la nuit vers la Russie. Hier soir, mercredi, nous sommes jeudi. Cette déclaration, pour revenir à l'extrait que vous nous avez montré, quand Xi parle de la loi de la jungle, c'est un passage de la déclaration, c'est le 2e point. Le point le plus important, celui qui ouvre la déclaration, c'est la notion de polycentrisme. Et ça, c'est une idée très russe. Depuis environ 2 ans, Poutine revient sans cesse sur cette idée. Selon lui, les dirigeants de l'Eurasie et ceux du monde multipolaire doivent instaurer à long terme un état de polycentrisme, autrement dit, une forme de multipolarité. Which is another way of describing multipolarity. The law of the jungle is La loi de la jungle, elle y a fait directement référence, en parlant de l'effondrement total du droit international et des relations internationales. C'est aussi le langage utilisé dans la déclaration. C'est écrit noir sur blanc dans le texte. Il existe un risque de fragmentation au sein de la communauté internationale et d'un retour à la loi de la jungle. Alors, comment échapper à cette loi de la jungle? Là encore, la déclaration y répond, en appelant à une nouvelle architecture de sécurité. Et c'est un passage clé, vraiment essentiel, parce qu'il reprend la proposition russe de la fin de l'année 2021, quand Moscou a envoyé des lettres à la Maison-Blanche et à l'OTAN. C'était pendant la précédente administration Biden, aux États-Unis. Il parlait de l'indivisibilité de la sécurité, ce qui correspond exactement au langage de la déclaration conjointe. Il faut rejeter
C'est écrit comme ça. Il faut rejeter la confrontation entre blocs. C'est une référence directe à l'OTAN. Les stratégies de jeu à somme nulle, c'est l'approche typiquement exceptionnaliste des États-Unis. S'opposer à l'élargissement des alliances militaires. Là encore, c'est adressé à l'OTAN. Les guerres hybrides. Nous sommes en plein milieu de plusieurs guerres hybrides menées contre des membres du Sud global, un peu partout. Les guerres par procuration, c'est une référence directe à la guerre en Ukraine, qui est une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie. Et enfin, promouvoir la création d'une architecture de sécurité mondiale et régionale, actualisée, équilibrée, efficace et durable. Donc comme tu peux le voir, Nima, et vous tous qui nous écoutez, les Chinois et les Russes réaffirment une fois de plus les points qu'ils défendent depuis des années. Et bien sûr, de l'autre côté, tout ça tombe dans l'oreille d'un sourd, d'une oreille à l'autre. Leurs oreilles sourdes sont tout simplement incapables, génétiquement, de comprendre ce nouveau message. Encore une fois, dans la déclaration commune, ils parlent en détail de la gouvernance mondiale. C'est un autre concept de Xi Jinping, et il a été expliqué en détail l'an dernier lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin. Tous ceux d'entre nous qui étaient présents ont souligné que c'était le moment le plus important du sommet de Tianjin, quand la Chine, une fois de plus, projetait à l'échelle de la planète son rôle comme l'un des moteurs essentiels de la multipolarité. Il y a bien une référence aux Nations Unies, mais nous le savons tous, cela ne mènera nulle part. La déclaration appelle à une réforme des Nations Unies. Nous le savons, tout le monde le sait. Les chameaux de la route de la soie, de la nouvelle route de la soie, le savent. Les grains de sable du désert du Sahara le savent aussi. Avec l'administration actuelle à la Maison-Blanche, il n'y aura pas de réforme des Nations Unies. Mais ils font passer leur message. Et le point numéro 4, Nima, est extrêmement important parce qu'il parle de civilisation et de diversité. C'est le passage de la déclaration qui enterre toutes ces prétentions des exceptionnalistes. Je vais citer une courte partie d'une longue phrase qui résume tout. Le système spirituel et moral d'une civilisation ne peut pas être considéré comme exceptionnel ou supérieur à un autre. Tous les pays devraient défendre une vision des civilisations fondée sur l'égalité, l'échange mutuel d'expériences et le dialogue. C'est donc un appel au dialogue, une approche civilisationnelle du XXIe siècle. Et ça arrive, Nima. Et maintenant, on peut y aller franchement et dire tout haut, c'est la fin de l'ancienne nation indispensable, les États-Unis. La nouvelle nation indispensable, c'est la Chine. Et la nouvelle relation indispensable, c'est celle entre la Russie et la Chine. Ensemble, ils sont en train de forger cette nouvelle architecture de la multipolarité. C'est pour ça que cette séparation est importante. Je dirais même que c'est la pierre angulaire de la possibilité de changer le système des relations internationales. Tout le monde, dans le Sud global, devrait lire ça avec beaucoup d'attention. Et bien sûr, on sait déjà comment certaines parties du Nord global vont réagir, sans parler de l'empire du chaos et de la piraterie. Donc, c'était le résultat le plus important de ce voyage éclair de Poutine ici, en Chine. Et toute la journée que les délégations ont passé ensemble, jusqu'à la cérémonie du thé, c'était vraiment quelque chose. Et les Chinois, dans la sphère sociale, tout le monde était complètement captivé. Ils étaient fascinés par tout. Ils insistaient sans cesse sur le respect que Poutine manifeste envers la culture et la civilisation chinoise et sur le lien d'amitié direct personnel entre Xi et Poutine, un lien qui remonte à très très longtemps. Et il y avait là-dedans une touche vraiment agréable. Il y a eu une exposition au Grand Palais du Peuple, une exposition conjointe de photos réalisée par TASS en Russie et par l'agence chinoise en Chine. On y voyait toutes les rencontres entre Poutine et Xi au fil des années, dans différents forums, en Russie, en Chine, un peu partout à travers l'Eurasie,
et ainsi de suite. Tout cela visait à illustrer la relation personnelle entre les deux dirigeants, qui fait partie intégrante de ce grand projet. Construire un monde plus équilibré et surtout fondé sur le respect mutuel entre les différentes civilisations. Especially mutual respect among different civilizations. So this was a pivotal moment of the 21st century. C'était vraiment un moment charnière du 21e siècle. Et je me sens très privilégié d'avoir pu vivre ça ici, à Shanghai, qui est en quelque sorte la capitale de la Chine sur le plan culturel, économique, technologique, et aussi dans la façon dont elle entraîne la Chine et l'Eurasie vers un avenir meilleur. C'était une expérience marquante, très importante. Et j'ai eu beaucoup de chance, Nima. J'ai passé la journée dans une école, un collège, un lycée professionnel, une université privée, l'une des meilleures de Shanghai et même de Chine, l'organisation Aurora. J'ai passé la journée avec les enseignants et les étudiants. Et bien sûr, tout au long de la journée, puis le soir pendant le dîner, on a eu de nombreuses occasions d'échanger, de commenter, d'entrer dans les détails de tout cela. Encore une fois, pour citer Xi Jinping, c'est ça, les échanges entre les peuples. Quelle journée! Absolument fantastique. What a day. Absolutely fantastic. Pepe, Oui, Pepe, on sait que l'un des sujets principaux, l'un des points essentiels de la rencontre entre Xi et Donald Trump, c'était la question du Moyen-Orient et du détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qu'on sait de la réunion qu'il y a eu entre Poutine et Xi et à quel point ils sont préoccupés par la situation au Moyen-Orient? Eh bien, il n'y a eu aucune fuite. Et ça, c'est vraiment très important. Ce sujet n'a pas été abordé le matin pendant la réunion de travail quand les délégations se sont rencontrées pour parler affaires. Il a été discuté plus tard, à l'heure du thé, lors de cette longue cérémonie du thé qui a duré presque 2 heures, avec là encore 3 membres de chaque délégation. Par exemple, Lavrov était du côté russe et Wang Yi du côté chinois. Et les 3 grands thèmes, c'est ce que nous savons grâce à des sources diplomatiques, mais absolument aucune fuite sur le contenu, puisque c'était une réunion à huis clos. En revanche, on connaît les 3 principaux points de discussion. La guerre par procuration en Ukraine, la guerre contre l'Iran, les États-Unis et cet empire du chaos et de la piraterie devenu incontrôlable. Tout ça, évidemment, c'est lié, c'est imbriqué, n'est-ce pas? Alors, d'après certaines analyses et d'après ce que des diplomates ont pu rapporter, Poutine aurait expliqué à Xi que l'approche russe vis-à-vis de la guerre en Ukraine pourrait changer, devenir beaucoup plus radicale. Et ça, c'est aussi lié à la pression intérieure en Russie. Après la dernière vague d'attaques terroristes de drones contre des cibles civiles sur le territoire russe. Évidemment, l'opinion publique russe, aujourd'hui, commence à être vraiment exaspérée. Donc, Poutine ne peut tout simplement pas se permettre de ne rien faire. Et ça va forcément influencer le type d'offensive, ou les différentes offensives, peut-être même à plusieurs niveaux, que la Russie va lancer dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et puis, à moyen terme, la question reste de savoir s'il y aura, cette année encore, un effort pour vraiment en finir, ce qui devient l'opinion largement majoritaire à travers toute la Russie. Bien sûr, ils ont aussi parlé de l'Iran, puisque tous les deux ont des partenariats stratégiques avec ce pays. L'Iran est soutenu par la Russie et la Chine, et ces deux-là coopèrent ensemble à plusieurs niveaux. La plupart de ces choses, on ne les voit pas. Et ça va bien au-delà de la diplomatie, bien au-delà de détails militaires très importants, comme le fait que les Iraniens aient accès aux informations du satellite Beidou 24 heures sur 24. Ça dépasse aussi le transfert d'équipements militaires que la Russie a fait passer par la mer Caspienne, d'Astrakhan à Téhéran, dans cette fameuse navette. Et bien sûr, il y a aussi les renseignements de premier ordre que la Russie fournit à l'Iran dans le cadre de leur coopération militaire.
Ce n'est pas un traité militaire, mais ils ont parlé de tout ça. Et évidemment, Xi a dit à Poutine, en face à face, ce qu'il avait discuté avec l'empereur d'Arabie la semaine dernière. L'intervalle entre les deux visites, c'était à peine 5 jours. Et bien sûr, parce qu'ils ont un partenariat stratégique au plus haut niveau, comme cela a été répété plusieurs fois tout au long de la journée d'hier. Et bien sûr, parce qu'ils mènent tous les deux, et si on relit encore une fois la déclaration commune, c'est très clair, un processus extrêmement complexe, aussi profond que possible, pour transformer tout le système des relations internationales. Ils doivent donc savoir ce que le dirigeant actuel de l'Empire pense, ne pense pas ou croit penser. Parce qu'après tout, c'est pas un penseur. Donc oui, Xi a expliqué à Poutine ce qui s'est passé la semaine dernière à Pékin. Alors voilà, Nima, et vous tous dans le public, ce sont les 3 grands thèmes. Encore une fois, il n'y a eu aucune fuite sur le fond. Et il n'y en aura pas, parce que c'était une réunion à huis clos et qu'il s'agit de secrets d'État entre Moscou et Pékin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont totalement sur la même longueur d'onde, Nima, et vous tous. La Russie et la Chine, sur les guerres en cours, sur les solutions possibles à ces conflits, et sur la manière de contenir et de gérer un empire devenu complètement incontrôlable, ils sont parfaitement alignés. C'est ça le point essentiel à retenir de cette conversation autour de la cérémonie du thé. Oui. Quelle est ta compréhension, Pepe, de ce qui se passe au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis? Donald Trump avait dit qu'il voulait attaquer l'Iran. 1 heure avant de lancer l'attaque, il a décidé de l'annuler. Parce que l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres pays lui demandaient de ne pas frapper l'Iran. En ce moment, il y a beaucoup de monde rassemblé en Arabie saoudite à cause de cette période particulière de l'année, celle du Hajj, comme on l'appelle, où tout le monde se rend là-bas pour quelques jours. Si je ne me trompe pas, ça se déroule du 24 au 30 mai. Mais alors, est-ce que c'était vraiment l'Arabie saoudite et le Qatar, ces 2 pays, qui demandaient à Donald Trump de ne pas attaquer? Ou bien est-ce qu'il se passait autre chose entre les États-Unis et l'Europe? Tout ce qu'on raconte sur ce qui s'est vraiment passé, Nima, c'est du spin, de la manipulation. On ne peut rien croire, surtout pas ce qui vient des sionistes qui travaillent main dans la main avec les grands médias américains. Leur spécialité, c'est de répandre toutes sortes de conneries, des conneries sans fondement et parfois des conneries stratosphériques. L'Arabie saoudite, elle, joue ses cartes avec prudence. Ils savent que sur le plan financier, ils sont otages des Américains, parce que tout leur argent est à Wall Street et dans la City de Londres. C'est en Occident, pas en Asie de l'Ouest, ni même à travers l'Eurasie. Très peu. Ils sont très très importants, mais ils ne font pas partie du camp belliciste. Dans le Golfe Persique, le camp belliciste, c'est les Émirats arabes unis. Les Émirats sont directement alignés avec les sionistes et avec les Américains. Ils vont en payer le prix fort, et ce sera plus tôt que tard. L'Arabie saoudite fait partie de ce qu'on a appelé, il y a quelques semaines, les 4 sunnites, ceux qui se sont d'abord réunis à Islamabad pour échanger des idées et voir s'ils pouvaient élaborer une sorte de plan de médiation entre l'Iran et les États-Unis. Encore une fois, il s'agit du Pakistan, de l'Arabie saoudite, de la Turquie et de l'Égypte. Ils ont donc tenu leur première réunion à Islamabad. Le lendemain, le ministre pakistanais des Affaires étrangères a dû sauter dans un avion pour se rendre en Chine et expliquer à Wang Yi de quoi ils avaient parlé. Et Wang Yi lui a essentiellement dit « Écoutez, c'est pas terrible, il faut élever votre niveau de jeu ». À partir de là, la Chine en arrière-plan a commencé à devenir plus active et bien sûr à aider le Pakistan à consolider sa position de médiateur.
to solidify its position as mediator. Now, it's much more complicated after Islamabad. Aujourd'hui, c'est devenu bien plus compliqué après Islamabad I, qui d'ailleurs a fini par être détruit par les Américains. Et après Islamabad II, on est dans une sorte d'interrègne, très, très dangereux. On est dans, je n'irai même pas jusqu'à dire le calme avant la tempête. C'est plutôt un faux calme, parce qu'une tempête pratiquement inévitable se prépare, peut-être plus tôt qu'on ne le pense. D'après les propres mots de l'empereur vociférant de barbarie, chaque jour, des millions de publications. Tout le monde en a marre de toute cette stupidité. Le problème, c'est que c'est lui qui contrôle le cycle de l'actualité. Il vocifère, et la stupidité domine les infos pendant des heures, jusqu'à la prochaine stupidité vociférée sur les réseaux sociaux. C'est une véritable machine infernale, en fait, avec tout ce qu'elle entraîne. L'appauvrissement du langage, la dégradation de la pensée critique, les accusations lancées à tout va, les délires, les attaques complètement hystériques. Et c'est bien là le problème, parce que tout le monde finit par être conditionné, et ce schéma se reproduit partout dans le monde. Est-ce que ça influence le comportement des acteurs sérieux? Non. Ça n'a aucun effet sur le comportement de l'Iran, comme tu le sais très bien, Nima, et ça n'a pas non plus d'effet sur celui de la Russie ou de la Chine. Alors maintenant, ce qui est en train d'émerger, et ça, on n'en parle pas dans les gros titres, fait partie d'informations privilégiées que j'ai reçues par des canaux diplomatiques. Et ça veut dire, il faut qu'on avance avec beaucoup de prudence, parce que on ne peut pas rendre publiques les discussions qu'ils sont en train d'avoir. Parce qu'aujourd'hui, on a l'Iran, le Pakistan, la Russie, la Chine, et devinez qui d'autre? La Corée du Nord. Tous discutent ensemble d'un nouveau système possible de sécurité pour l'ensemble de l'Eurasie, y compris l'Asie de l'Ouest. C'est extrêmement important, et c'est un sujet sur lequel je vais travailler dans les prochaines semaines, ici en Chine, puis à Moscou, à la fin de la semaine prochaine, et ensuite en Europe, bien sûr, avec toutes nos connexions à travers l'Eurasie. L'orientation générale est plutôt en phase avec, disons, ce quintet, si l'on pense à l'Iran, au Pakistan, à la Russie, à la Chine et à la Corée du Nord. Et le point clé, ce sont les missiles. Il y a une discussion sur les missiles pour chacun d'entre eux, parce que le principal moyen de dissuasion face aux folies de l'empire du chaos et de la piraterie à travers l'Eurasie, c'est le potentiel balistique. C'est très très important, comme l'a montré l'Iran. Et ça nous amène, Nima, à quelque chose que je peux peut-être citer, tiré d'une correspondance que j'ai reçue ces 2 derniers jours. Et cela concerne directement l'Iran, Nima. Tu me diras si tu es d'accord avec cette analyse, qui vient en fait d'Iran, de certains des plus hauts cercles du pays. Aujourd'hui, ils ont une confiance qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans, ni même il y a 10 ans. Et c'est là le point central de tout le raisonnement. Ils sont convaincus de pouvoir encaisser une première frappe, ce que, encore une fois, les sionistes envisagent comme leur prochaine étape, plutôt tôt que tard, et malgré cela, être capables de riposter avec une deuxième phase dévastatrice grâce à une riposte en plusieurs couches. Je cite ici ma correspondance, et cela inclut les missiles, les drones, les perturbations maritimes, l'activation de groupes par procuration, les opérations cyber, les attaques contre les réseaux énergétiques et financiers à travers l'Asie de l'Ouest. C'est quelque chose que l'Iran peut faire sans difficulté, comme tu le sais très bien, Nima. Et les autorités iraniennes ont déjà prévenu que si cela se produisait, c'est exactement ce qu'elles feraient. Alors, quel est le message stratégique que Téhéran veut faire passer à travers tout ça? C'est que, si la guerre reprend, si une nouvelle attaque a lieu, l'acte d'ouverture ne déterminera pas l'issue. C'est le cycle des représailles qui déterminera l'issue. Et ça, Nima, c'est quelque chose dont Poutine et Xi ont clairement parlé en face à face.
Putin and Xi face to face. Because of course their diplomatic and their back. Parce que bien sûr, leurs réseaux diplomatiques et leurs canaux officieux sont très actifs, avec la Corée du Nord, avec le Pakistan et évidemment avec leur allié stratégique, l'Iran. C'est un point très important. Les Américains n'ont absolument pas conscience que tout cela se déroule, parce qu'il s'agit d'une collaboration, d'un canal de négociation pratiquement invisible qui implique des acteurs eurasiens. Les États-Unis n'en font pas partie, et encore moins le reste de l'Occident, aujourd'hui fragmenté. Tout cela tourne essentiellement autour de l'Iran, du Pakistan, de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. Et les Saoudiens, eux, observent de l'extérieur, parce qu'une fois qu'un nouveau cadre de sécurité se mettra en place à travers l'Eurasie, incluant ses 5 partenaires, l'Arabie saoudite en fera partie. Saudi Arabia will be part of it. Because Saudi Arabia, after all, they already have a military. Parce que l'Arabie saoudite, après tout, a déjà un pacte militaire avec le Pakistan. Donc pour l'instant, la position des Saoudiens, c'est plutôt « d'accord, ne provoquons pas trop, restons discrets pour le moment ». Mais encore une fois, c'est une position complètement différente de celle, disons-le, totalement démente de MBZ et des Émirats arabes unis. Et pas tous les Émirats, seulement Abu Dhabi et Dubaï. Surtout Abu Dhabi. MBZ a fait son pari. Son pari, c'est les sionistes et l'empire du chaos. Alors, quand les choses vont vraiment commencer à bouger, il fera partie des premiers à tomber. En partant du principe qu'il le sait, ou qu'il est assez dur pour savoir qu'à un moment ou un autre, il va se retrouver dans de très, très gros ennuis. Il a déjà été trahi par les Israéliens, et il peut très facilement être trahi encore et encore par les Américains et les Israéliens. Donc je dirais que c'est ça, l'architecture de ce qui se passe en coulisses en ce moment. C'est un processus extrêmement complexe, Nima, vraiment très complexe. La bonne nouvelle, c'est que, une fois de plus, la Chine et la Russie tiennent le volant parce que les présidents chinois et russes discutaient hier, entre autres, de la manière dont cette architecture de l'indivisibilité de la sécurité va évoluer à partir de maintenant. Et en même temps, ils savent, si on relit encore une fois la déclaration commune, qu'ils doivent contrôler un empire entièrement sous ce régime actuel, totalement peu fiable, et encore plus dangereux parce qu'il échappe à tout contrôle. C'est pour ça qu'on a ce qu'on voit dans les gros titres, ce qui est plus ou moins évident jour après jour. Mais ces négociations parallèles, souterraines, ce sont elles, les vraies, un peu comme le sous-texte du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, c'est-à-dire la méthode, ou plutôt les différentes méthodes qu'ils utilisent pour avancer vers un monde multilatéral. Ça, on ne le voit pas non plus dans les gros titres. Ça a été discuté hier lors d'une session privée à huis clos entre les deux parties. Yesterday between both of them.